Prenons aujourd'hui la direction de Los Angeles, en Californie, sur la côte ouest des États-Unis, depuis l'aéroport Charles de Gaulle. Après avoir survolé la Grande-Bretagne, l'Irlande, l'Islande et les côtes enneigées du Groenland, nous abordons la traversée du Canada pour rejoindre en diagonale la côte pacifique. Au terme de 11 heures d'avion et de 11 000 km parcourus, se profilent enfin les pistes de l'aéroport de Los Angeles. La skyline de Los Angeles apparaît au loin avec tout l'exotisme de la Californie. Profitant de la cérémonie des Oscars, rendons-nous aujourd'hui sur Hollywood Boulevard. Toute la rue principale conduisant aux festivités va être complètement fermée le dimanche pour raison de sécurité. La veille, il est encore possible d'approcher à proximité du Dolby Theatre où les stars vont défiler sur le célèbre tapis rouge. Les chaînes de télévision sont sur le pied de guerre, prêtes à retransmettre la cérémonie. Se retrouver près du Dolby Theatre, le palais du Festival d'Hollywood, est déjà une part du rêve américain, même sans les stars. Alors demain, Monsieur Kramer, il ne sera plus possible de rien voir à cause des Oscars. Vous perdez votre argent demain. Oui, mais je me rattraperai lundi. Demain, on ne peut rien faire, pas d'excursion en raison des Academy Awards. Est-il possible malgré tout de voir des vedettes américaines? Oh non, hélas, je crois qu'avec la sécurité et la police, tout sera vraiment compliqué. Mais vous pourrez vous rattraper sur la Blue Line qui vous fera voir les studios Universal et les studios de la Warner Brothers. Alors on vous emmène aussi dans le bas de Sunset Strip où il y a les fameux nightclubs et hôtels, ainsi que sur le Rodeo Drive de Beverly Hills où sont tournés les fameux films, les fameuses histoires. À défaut de ne pas rencontrer de stars sur Hollywood Boulevard, je me contenterai de leurs étoiles et de leurs empreintes qui s'affichent sur le fameux Walk of Fame. C'est au Roosevelt Hotel que nous découvrons qu'a eu lieu la première cérémonie des Oscars en 1929 devant 250 personnes. Une cérémonie qui n'a jamais été retransmise ni à la radio, encore moins à la télévision. Avant d'être la Mecque du cinéma planétaire, Hollywood est une ferme communautaire où vivent des puritains qui pratiquent une religion de façon formelle. Ce n'est qu'à partir de 1910 que les réalisateurs s'établissent dans ces lieux pour tourner leur premier film en raison d'une lumière de qualité exceptionnelle. En 1912, Mark Sennett crée à Hollywood les Studios Keston. Par la suite, 35 autres compagnies planteront les premiers piliers de la cinématographie mondiale, ayant désormais pour cadre la côte ouest des États-Unis. Le monde entier suit à la télévision la retransmission des Oscars depuis 1953, d'abord sur NBC et aujourd'hui sur ABC qui en a les droits. C'est depuis le théâtre Kodak, renommé Dolby Theatre, le théâtre Dolby, que se tient aujourd'hui la manifestation depuis 2002. Les Academy Awards honorent depuis 1929 l'excellence des productions américaines et internationales, mettant en avant les métiers de la création cinématographique. Run that clock, Jimmy. I want to get that ski jet or whatever that was.
À l'extérieur, le public confiné derrière des grilles de protection essaie de repérer sa star favorite. Rendons-nous aujourd'hui sur Beverly Hills, la patrie des stars. Beverly Hills, que nous découvrons sur ces images, appartient au comté de Los Angeles, mais est surtout plutôt connu pour être le lieu d'habitation des stars du cinéma. Curieusement, au début du XXe siècle, avant d'être le fief des vedettes du 7e art, ce sont les Amérindiens Tongvas qui occupent les lieux avant l'arrivée des conquistadors espagnols au XVIIIe siècle. Les colons vivent d'élevage et Beverly devient au XXe siècle un lieu d'extraction de l'or noir. En 1910, la ville se convertit en cité moderne et l'arrivée de l'industrie du cinéma favorise l'implantation du domicile des acteurs comme Douglas Fairbanks, Mary Pickford et Harold Lloyd qui contribuent au développement de la ville. Prenons aujourd'hui la direction du downtown, le bas de la ville de Los Angeles, par le bus à double étage de la Red Line. Nous allons traverser les quartiers où sont situés les studios de cinéma, dont Universal Studios, que nous découvrons d'anciens hangars qui sont devenus au fil des années les décors mythiques de l'imaginaire hollywoodien. Avant d'être le centre politique de la Californie, le downtown était le cœur du pueblo mexicain. C'est en 1781 que s'établirent ici les premiers colons mexicains. Les noms de lieux et les publicités sont en langue espagnole, comme les programmes de la télévision partout en Californie. C'est en 1781 que s'établirent ici 44 colons venant du nord du Mexique, vivant dans des cabanes en torchis. Un siècle plus tard, les habitations vétustes avaient disparu pour laisser place vers 1848 à des immeubles et à des maisons de type victorien. La bannière étoilée flotte depuis cette date dans la capitale de la Californie. Le downtown est un petit peu aujourd'hui le New York de la côte ouest des États-Unis. De grands buildings de près de 100 mètres de haut, arrivés tardivement dans la ville, contrastent avec la vieille cité datant du 19e siècle. Autre quartier branché de Los Angeles, Venice Beach, situé sur la côte pacifique. C'est Abbot Kinney, un magnat du tabac, qui est à l'origine de ce lieu de villégiature. Cet industriel voulait implanter sur la côte pacifique une réplique que nous découvrons de la ville italienne de Venise, dont subsistent encore les canaux bordés de jolies maisons multicolores. Il voulait aussi introduire au bord de l'océan l'esprit de la Renaissance italienne avec des théâtres, des palais, des restaurants et des cafés. Mais curieusement, ce sont de modestes maisons qui se sont implantées là, leurs habitants étant davantage passionnés par les jeux d'argent que par la culture. On retrouve encore les vieilles peintures murales des années 60 ainsi que tous les personnages de la société locale. La publicité d'hier semble encore présente, tout comme les vieilles voitures américaines qui ne demandent qu'à reprendre vie. Abbot Kinney, son créateur, fit construire un casino, une piste de danse, une fête foraine et des boutiques pour agrémenter la villégiature des habitants. Dans les années 50-60, ce sont les beatniks et les hippies qui vont occuper le fameux boardwalk avant l'arrivée des artistes, ce qui va quelque part concrétiser le rêve d'Abbot Kinney. Parmi ces beatniks et hippies du boardwalk de Venice Beach,
J'ai rencontré Adams qui vit à longueur de temps sur ce territoire qui semble être un sanctuaire de communautés d'artistes et de libres penseurs où il est encore possible de vivre comme à l'époque de la Beat Generation. Adam, vous vivez sur le boardwalk avec l'esprit beatnik. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette vie ici ? Premièrement le temps, ensuite le fait que le cannabis et la marijuana soient légalisés. Tu sais, c'est pas partout pareil aux États-Unis. Il y a aussi l'attitude bohémienne parmi les peintres, les artistes qu'on entend autour de nous. Il y a les musiciens et ceux qui sont libres d'esprit et qui sont toujours rassemblés ici depuis des années et des années. Malheureusement, Silicon Valley, la police et d'autres forces de l'ordre essaient de nous écraser. Comme dit Eric Burdon, ils ne pourront pas nous enlever notre musique ni notre art. Vous avez le droit de rester sur place toute la nuit ? Parfois, ils vont nous harceler et il existe beaucoup de règles draconiennes qu'ils nous imposent de manière passive. À la plage, ils distribuent des PV pour les cigarettes. Vous savez que fumer sur le boardwalk est illégal. Alors finalement, c'est interdit. Oui, c'est absurde, même fumer de la marijuana, même si c'est techniquement en dehors, à des fins récréatives, ça reste illégal et ils peuvent quand même vous donner une amende. Vous êtes musicien, vous jouez de la guitare ? Pas du tout. Je suis un grand fan de musique et de films et de tous les arts en général. Notre art dévoile qui nous sommes, qui nous avons été et ce qu'on pourrait devenir. Vous êtes artiste, vous dessinez peut-être ? Non, pas du tout. Ma femme l'était. Cette place existe justement grâce aux vendeurs, aux artistes, à tous ceux qui prennent soin de la communauté. C'est pas juste la loi de la jungle ici. C'est pas la jungle. C'est une vie artistique, une sorte de vie hippie que vous vivez. Oui, jusqu'à un certain degré, mais on n'est quand même plus dans les années 60. Vous avez toujours quand même ce mode de vie du passé, je dirais. Oui, les derniers Mohicans sont à Venice Beach. Le culte du corps fait partie des codes de la jeunesse californienne qui s'entraîne chaque jour sur le boardwalk. Santa Monica est un des lieux les plus prisés de la jeunesse californienne et le décor de nombreux films et de séries télévisées. La jetée de Santa Monica restitue l'atmosphère des pontons du 19e siècle, mais aujourd'hui elle est vouée aux attractions et à une fête foraine permanente qui attire de nombreux visiteurs. À l'image de cette jeune femme en quête de célébrité, nombreux sont ceux qui essaient de s'imposer dans l'univers du cinéma, dans l'espoir de briller un jour comme le soleil de la Californie.